faut arrêter avec cette hypocrisie qui consiste à dire il y a les méchants colons de post-67 et puis en fait les Israéliens qui sont sur le territoire de la Palestine historique, non, eux n'ont volé de maison à personne, ils n'ont pas expulsé de gens, ils n'ont pas tué. C'est faux. En fait, l'histoire d'Israël repose... Vous qui êtes une juriste, il y a un truc qui s'appelle le droit international, il y a des frontières internationalement reconnues. Mais tous les Israéliens ont eu les mêmes procédés avec les Palestiniens. Ce que font les colons, en fait ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce que font les colons aujourd'hui dans les territoires palestiniens, ça vient pas de nulle part. Ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'est Israël avec les Palestiniens depuis 1948, depuis la Nakba. L'eurodéputée insoumise était invitée sur le plateau de Daniel Schneiderman afin de briser les tabous sur Israël, les colons et le sionisme. Sans détour, elle accuse les colons d'être le prolongement naturel du projet israélien depuis 1948. Elle refuse la distinction entre les bons Israéliens et les colons de 1967. Pour elle, tout repose sur une logique raciste et coloniale. Elle appelle à dépasser la solution à 2 États, dénonce un État fasciste soutenu par l'Occident et conclut avec lucidité. Étude de Harvard selon laquelle 377 000 Palestiniens seraient portés disparus seraient portés disparus à Gaza. Oui, mais qui manquent à l'appel à l'aide humanitaire. Bon, et très vite, on s'aperçoit que c'est absolument pas une étude de Harvard, mais qu'elle a été postée... Publiée sur un site dépendant de Harvard. Ou en tout cas porté par Harvard. Et qu'on ne va pas rentrer ici dans les détails, mais que ce chiffre de 377 000 repose sur une coquille. Une coquille du chercheur. Une coquille du chercheur. Mais qui a été reconnue après... je veux dire, il faut quand même dire que le seul moment où le chercheur reconnaît cette coquille, c'est quand il est contacté justement à l'occasion de ce papier. Ah oui, c'était pas rendu compte avant. Oui, il s'en est pas rendu compte avant. Donc plusieurs médias... Ouais. Et vous retweetez? Non mais, je retweete, je prends l'information, elle est communiquée par plusieurs ambassadeurs, plusieurs médias, et qui sont cités par ailleurs dans l'article, qui sont sérieux, qui sont habituellement lus, retweetés. Qui avait repris? New Arabe, il y avait Monitor... vous pouvez les citer, ils sont tous dans l'article. Mais il y avait plusieurs médias qui avaient, y compris moi, c'était aussi des ambassadeurs que j'avais vu, des diplomates que je peux suivre, palestiniens de différents pays, qui avaient partagé. Donc vous vous êtes dit c'est bon. Qui avaient partagé je déroule. Qui avaient partagé l'information. Et au moment où nous voulions consulter cette étude. Je ne sais pas si ça vous l'avez fait vous aussi, on a eu un petit message disant qu'il y avait un trop grand nombre de demandes pour consulter l'étude et que ce n'était pas possible de la télécharger à ce moment-là. Vous avez tenté de la télécharger? Mais bien sûr. Non, je vous demande. Ah oui, vous avez tenté de la télécharger? Bien sûr, bien sûr. On a essayé de la télécharger, on est tombé sur ce message-là, on a réessayé quelques heures après, on n'a pas réussi, on a rechecké le fait que cette information n'était pas démentie et qu'il n'y avait pas eu de démenti depuis sur l'objet de cette recherche. Et voyant qu'elle était reprise encore une fois par d'autres médias et des personnalités qui sont très sérieuses, que j'ai l'habitude de suivre, de consulter les publications, en l'absence de démenti, y compris par le chercheur lui-même, dont j'ai regardé... Enfin, avant d'être... Avant d'être contacté par ces journalistes. Et j'ai regardé ces différents comptes, etc. Je ne voyais pas de démenti particulier sur l'objet de sa propre étude. Donc on a pu estimer qu'elle était... bon, alors qu'en fait, on ne peut pas entrer dans les détails, il y avait une coquille, le bilan actuel... Mais attendez, je veux quand même finir sur ça. Le bilan actuel des tués et des disparus à Gaza officiel depuis le 7 octobre, c'est de 56 000 tués, 11 000 disparus et 100 000 personnes en fuite. Non, sur Euromed, sur la plateforme de l'ONG Euromed que vous pouvez regarder, qu'on a par ailleurs l'habitude de recevoir au Parlement européen, on est déjà à plus de 60 000 morts. Ensuite, vous avez l'étude de Lancet, que je veux quand même dire, parce que, en fait, ce chiffre, il n'est même pas déconnant. Il n'est pas quoi? Ce chiffre, il n'est même pas déconnant. Je pense que qu'est-ce qui n'est pas déconnant? Je pense que l'état dans lequel on est aujourd'hui dans la bande de Gaza, il faut rappeler que les Nations Unies ont dit qu'il fallait plus de 2 décennies pour ne serait-ce que
pouvoir déblayer ou il n'est pas déconnant, vous voulez dire il est vraisemblable. Ah mais je pense que très largement on va arriver dans les prochains mois. L'étude de Lancet qui date... Le chercheur dit lui-même qu'il s'est trompé de 200 000 personnes. Oui, mais lui c'est parce que c'est dans sa méthodologie, dans le recensement qui a été fait sur les bases des informations israéliennes. Ce que je veux dire, c'est quand vous avez une étude qui a été publiée par des chercheurs sérieux, il y a 7 ou 8 mois de ça, même un peu plus, qui faisait déjà état de près de 200 000 morts. 200 000 morts, en comptant les victimes directes et victimes indirectes. Que les Nations Unies... Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. 56 000 ou 60 000, c'est le chiffre du Hamas lui-même. Oui, laissez-moi terminer. Le Hamas ne recense que les gens qu'il n'arrive à identifier. Je veux dire, vous êtes bien au fait que Gaza est détruit à 85%, si ce n'est plus. Aujourd'hui, ça a été révélé par vos confrères sur Haaretz, il y a quelques jours, que les Palestiniens vivent sur 18% de la bande de Gaza, sur l'ensemble du territoire. Il y a énormément de gens qui sont morts sous les décombres, qui ont été enterrés avec les propres mondes. Et il y a 100 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur la bande de Gaza. Chiffre officiel, 11 000. Non mais attendez, vous non, pensez... mais c'est déjà énorme. Non mais attendez, mais c'est pas... être en train de chipoter et de dire... Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des estimations qui datent déjà de plusieurs mois de Lancet qui parlent déjà de 200 000 morts. Que les Nations Unies vous disent que dans un conflit habituel, une victime directe, généralement, ça fait 4 à 5 victimes indirectes. Une victime directe, c'est 4 à 5 victimes indirectes. Là, on parle simplement des gens qui ont été identifiés, dont on a retrouvé le corps, dont on sait le nom, le prénom. Les personnes disparues, c'est aussi très compliqué. Je veux dire, les moyens qui sont ceux des Palestiniens dans la bande de Gaza sont extrêmement limités. On parle de ceux qui sont en fuite. Je ne sais pas très bien comment on compte ceux qui sont en fuite. Je pense qu'il y a effectivement des chiffres qui sont très largement sous-estimés. Et ça a un intérêt puisque ça permet effectivement à Israël de poursuivre son offensive. Ça permet à des gens de continuer à dire mais en fait, ce n'est pas un génocide puisqu'il n'y a que 50 000 morts sur quasiment 2 ans. Donc très très peu de disparus, etc. etc. Mais je pense que réellement, nous allons avoir affaire à des chiffres qui vont être vertigineux. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Oui, non, mais je parle au vu de l'état de destruction dans la bande de Gaza. Ils sont très supérieurs. Vous avez retiré les tweets que... Oui, le soir même. Dès que l'article est sorti, nous l'avons effectivement retiré. J'ai une question annexe. Pourquoi vous êtes resté sur Twitter alors qu'il y a un tas de gens qui ont dit on ne va pas rester chez Elon Musk, on va pas crédibiliser le média d'Elon Musk et qui sont partis sur d'autres réseaux sociaux comme Blue Sky? Je vous retourne la question. Je suis sur Blue Sky, moi. Oui, mais moi, j'ai pas... non, mais je vais être honnête. Je suis resté sur Twitter. Je suis resté sur Twitter et je suis arrivé sur Blue Sky. Mais vous n'êtes pas sur Blue Sky? Non, pas encore. Mais pas encore. Ça fait déjà beaucoup de réseaux, je veux dire. Enfin, faut aussi tout le travail qu'il y a derrière. Il y a quand même beaucoup de travail aussi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais vous avez une équipe? J'ai une personne à la com. C'est tout? Ben oui, les autres sont sur des sujets de fond. Enfin, je veux dire, je ne suis pas Jordan Bardella à missionner tous mes assistants parlementaires sur de la com. L'équipe d'un eurodéputé, c'est combien de personnes? 4 personnes. 4 personnes, ah oui. Donc il y a une personne qui est en charge vraiment de toute l'équipe du cabinet. Ensuite, il y a 2 personnes qui sont sur mes 2 commissions, puisque je suis dans la commission droits de l'homme et la commission affaires étrangères. Donc vraiment, chacun est référent de tout le suivi de ces commissions avec lesquelles je travaille pour tous les sujets de fond, que ce soit les textes, les amendements, les projets, les textes qu'on peut porter sur les résolutions d'urgence, enfin tout le travail de fond. Et puis vous avez une personne qui est à la com et sollicitation. C'est pas que la com réseaux sociaux, c'est aussi gérer toutes les sollicitations pour des prises de parole, un festival, des réunions publiques, des rencontres avec des associations, des rencontres avec des ONG. Donc c'est énorme. On est à 200 mails par jour. Vous êtes très, très sollicité. Je voudrais qu'on parle un peu de politique. On a parlé de gens comme Gérard Larcher, qui sont et qui ont toujours été j'imagine que vous les considérez comme des adversaires de la cause palestinienne. Des adversaires de tout. De tout.
Oui, sur des questions sociales, oui, bien sûr, c'est la sur droite, tous les oui, autres aspects. oui, La question palestinienne la prend beaucoup de place au bout du contexte, mais sur tous les autres aspects, c'est effectivement des adversaires politiques. Alors, on a vu quand même bouger des choses dans le paysage intellectuel, politico-intellectuel français, on va dire dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Notamment parmi des figures notoires de la communauté juive française. On a vu des prises de position, des gens qui disaient mais c'est horrible ce qui arrive à Gaza depuis le 7 octobre. Vous pensez à qui Je pense au trio auquel tout le monde pense, dont on va voir les photos s'afficher sur le... Voilà, donc Anne Sinclair, Delphine Orwiller et Johann Sfar. Et dans la foulée, on a entendu au moins un changement de tonalité d'Emmanuel Macron, des responsables politiques français, à propos de Gaza. Je voudrais juste, c'est un seul échantillon parmi d'autres, qu'on écoute l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de M. Netanyahou, on est accusé immédiatement d'antisémitisme. Ça, ce n'est pas possible. Cet amalgame-là est tout à fait condamnable. Lorsque le président de la République fait une intervention en demandant à ce que l'aide humanitaire arrive, il est taxé de complice du Hamas. Ça ne va plus. C'est plus possible. C'est inacceptable. Alors, comment vous accueillez ce changement de ton? Mais c'est pas un changement de ton. Si, quand même. Il n'aurait jamais dit ça il y a un an. Mais si vous il n'aurait jamais dit ça il y a un an. Vous suivez de très près la question palestinienne depuis des années? J'en sais rien. Vous suivez de très près sur Image? Non, la question palestinienne. Non, mais je vous pose la question. Ouais. Parce que si vous avez suivi, Jean-Yves Le Drian, il y a quelques années, disait que le risque d'apartheid était là. Ce qui pouvait paraître extrêmement courageux de parler d'apartheid s'agissant de ce qui... De la direction que prend justement la politique israélienne depuis un certain nombre d'années. Mais depuis le 7 avant le 7 octobre, avant l'offensive israélienne. C'était devenu indicible de la part de tous ces gens. Mais qui sont ces gens? Je vous demande. Qu'est-ce qu'ils représentent? Enfin, je veux dire, si vous voulez, la question que vous me posez, c'est d'abord, est-ce que c'est une prise de conscience? Parce que c'est comme ça que vous l'introduisez. Non, j'ai dit un changement. J'ai pas dit prise de conscience. Un changement de ton, voilà, une sorte de, voilà. Mais moi, je refute cette approche. Pour moi, c'est pas une prise de conscience. Je crois que ces gens ont un problème de conscience, plus qu'un problème. Plus qu'un souci réel des Palestiniens. Vous voyez? Il y a une grande différence entre arriver à un moment où on se dit « Ah bon, je suis peut-être du mauvais côté de l'histoire, continuer à dire ce que je dis, et puis ce qui se passe c'est trop horrible, et moi je n'arrive pas à habiter avec ce que j'ai pu articuler et ce qui se passe, et donc pour m'en libérer je vais... avoir quelques déclarations, mais c'est très très différent que d'avoir un vrai souci des Palestiniens. C'est deux choses différentes. Quand vous avez un intérêt réel pour les Palestiniens, vous sacrifiez quelque chose. Une lutte, ça demande du sacrifice, quel qu'elle soit. Ça demande de se mouiller, si vous voulez. Ça demande de s'exposer. Ça demande d'abord des convictions, et ensuite de faire place à ses convictions, d'utiliser sa tribune pour ses convictions. Je vais me faire leur avocat une seconde. Ils n'ont pas utilisé leur tribune pour leur soi-disant conviction. Attendez, derrière ces prises de position qu'ils ont faites, ils se sont fait incendier par une partie de la communauté. Mais laisse-moi finir. Par une partie de la communauté juive. Mais on est d'avoir l'empathie pour ceux qui ont participé à légitimer un génocide depuis plus d'1 an et demi, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Mais je vous demande pas d'avoir... L'empathie... Je vous demande rien, je vous demande comment vous réagissez. L'empathie, elle est d'abord dirigée contre les Palestiniens. Elle ne peut pas être dirigée contre des gens qui, pendant plus d'1 an, ont participé, et même bien avant cela. Je veux dire, Delphine Orwiller, moi j'étais sur un plateau avec elle, sur le plateau de... C'est ce soir. Avant le 7 octobre. Bien sûr, avant le 7 octobre. Et j'étais déjà en train d'alerter sur le fait qu'il y avait une fragmentation de la cité israélienne, qu'il y avait une fragmentation de la cité palestinienne, et que tôt ou tard, ça allait exploser. Des deux côtés.
que les Palestiniens, fallait pas croire que c'était tout un peuple qui allait se concerter avant d'agir politiquement, etc. Et qu'à un moment ou d'un autre, la frange la plus radicalisée allait passer d'une manière ou d'une autre à l'acte, allait prendre les armes. Et de l'autre côté, là, une fragmentation de la société israélienne avec les extrémistes, les colons, ceux qui sont au pouvoir et qui sont effectivement en train de commettre le pire. Et elle m'arrête quand je suis en train d'alerter sur l'apartheid, en sourçant mon propos, en prenant les pincettes, vous ne pouvez pas faire plus délicat. En citant Human Rights Watch, en citant l'ONU, en citant Amnesty International, en citant les dirigeants sud-africains eux-mêmes qui disent ce que vivent les Palestiniens, c'est effectivement de l'apartheid. Donc maintenant, même les principaux concernés ne comptent plus. Ça, c'est assez cocasse. Et elle m'arrête. Et elle me dit, je suis contre ce terme, c'est contre-productif, je ne reconnais pas le crime d'apartheid en Palestine. Et de la même manière que elle et ces trois figures ont aussi nié la commission du génocide, ont nié toutes les alertes formulées par l'ONU, ont nié les conclusions du rapport Anatomie d'un génocide, ont nié les conclusions d'Amnesty, de Human Rights Watch et de toutes les autres organisations qui ont alerté sur les génocides. Et vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Qu'on vienne les applaudir parce qu'elles arrivent, qu'elles viennent nous dire, qu'elles viennent présenter leurs états d'âme? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Gérer ça, vos états d'âme, nous, on n'est pas là pour les gérer, ni les éponger, ni les absorber. Soit vous avez des vraies prises de conscience et donc un retour à des convictions réelles, et un retour à la réalité, j'ai envie de dire. De fait, derrière ces déclarations qu'elles ont faites, ces trois personnes, ensuite, elles sont retombées dans un profond silence, toutes les trois. Oui. Non, mais voilà. Mais je dis bien, je reviens à ce que je dis, des convictions, oui. Un combat, ça coûte. Et il faut être prêt à en payer le prix. Personnellement, professionnellement, à tous niveaux. Enfin, je veux dire, moi, là, ça s'est un peu calmé, mais quand j'ai été très, très menacée, moi, il y a des moments, je me baladais dans la rue, je refuse d'avoir une sécurité, je me disais, il se peut que je prenne une balle dans la tête. Et c'est pas grave. Ça sera le prix à payer. Et je suis OK avec ça. Et là, vous avez des personnes, simplement parce qu'elles se sont pris une petite campagne d'harcèlement, en provenance d'ailleurs de leurs propres soutiens initiaux. Après, oui, bien après, sûr. Oui, bien sûr. Et puis finalement, qu'est-ce qu'elles font de plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Non, mais je vous dis, elles font rien de plus. Donc, j'ai envie de vous demander un truc. C'est assez indécent, en fait. Moi, je veux le dire, c'est quand même indécent. C'est quand même indécent d'arriver... Ça aurait été plus décent de rester dans la posture dans laquelle elles étaient depuis le 7 octobre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à ni leur remettre de médaille. Et moi, je trouve qu'effectivement, ça a manqué de fond, ça a manqué de substance. C'est-à-dire, c'est quoi leur propos? Est-ce que vous pouvez me résumer le petit virage qu'ils ont fait? En quoi il consiste? Si ce n'est à dire, bon, je suis un peu torturée de voir trop d'images d'enfants palestiniens qui n'ont pas accès à l'aide humanitaire. D'abord, je veux dire, la question palestinienne, c'est pas une question humanitaire. C'est devenu une question humanitaire urgente à traiter en partie. Mais c'est d'abord une question politique. Moi, toutes les personnes qui articulent la question palestinienne, la vie des Palestiniens, que comme des sujets humanitaires à qui il faudrait juste donner de quoi boire et manger, et puis qui se tiennent bien tranquilles, hein, surtout ce petit peuple, si vous voulez, ça me pose un vrai problème, parce que c'est du racisme et c'est du colonialisme intégré. C'est considéré qu'en fait... voilà. Et c'est exactement ce que font. C'est exactement ce qu'ils font. Je pense que vous avez été parfaitement clair. Oui, c'est pas la peine d'insister. Mais j'insiste parce que si vous voulez, vous me les prenez comme quand même. Je vous demande. Non, on va être honnête. Si vous voulez, moi je suis journaliste. Je dis. Mais c'est pas ça un changement. Mais je vous dis pas c'est un vrai changement. Je vais vous dire c'est quoi une prise de conscience dans les communautés juives. C'est Tzedek. C'est l'UGFP. C'est Jewish Voice for Peace. Oui. Pourquoi vous n'en parlez pas de ces acteurs-là? Mais si, on en parle, mais bien sûr qu'on en parle. Mais vous ne montrez pas les visages des acteurs, des militants de Tzedek. Simplement, Tzedek... Là, il y aurait beaucoup plus à dire sur le fond. L'histoire, c'est une succession de choses qui, de temps en temps, changent. C'est-à-dire, il y a des mouvements qui se produisent, des choses qui changent. Vous me parlez de Tzedek. Tzedek, ils ont toujours été sur cette position. Donc, c'est parfaitement louable. C'est parfaitement louable, estimable. Après le 7 octobre. Et ils ont toujours été des... Voice for Peace, pareil. Et ils ont toujours été des soutiens de la cause palestinienne, Tzedek. Voilà. Si vous voulez, on a le regard plus attiré. On a le regard plus attiré par ce qui bouge. Parce que Tzedek est composé en grande partie de gens qui vous disent aussi « j'ai grandi dans le sionisme ».
Bien sûr. J'ai grandi dans des familles qui ont été sûr. justement sionistes. Et par ailleurs, Delphine Orwiller refuse toute remise en question, tout questionnement de fond du sionisme politique. Ah, mais Elle les trois, dit d'ailleurs, les trois. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas pertinent. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement insignifiant. Il n'y a pas d'avancée sur la cause palestinienne s'il n'y a pas une remise en cause profonde du sionisme. Si on n'est pas capable de questionner ça, je suis désolée, mais moi je suis pas psy, c'est pas à moi de gérer ça. Il faut aller consulter et puis on gère les états d'âme chacun de son côté, si vous voulez. Voilà. Vous avez été clair. Je suis intransigeante sur cette question, vraiment. Je vois. Vraiment. Non, mais je vois. Non, et je continuerai à l'être. Je trouve ça indécent. Non, je vois. Je voudrais qu'on dise un mot de politique pour terminer sur la solution envisageable de cette question israélo-palestinienne. Avant de vous engager à LFI, vous étiez traditionnellement favorable à un État binational. Je suis toujours. Oui, mais entre les deux, il y a eu un moment où, effectivement, vous êtes arrivé à LFI et vous avez dit, la position de LFI, c'est pas l'État binational, c'est la coexistence de deux États. Et il y a eu un moment où vous avez défendu la solution. Alors, je dois dire, assez mollement, et sans beaucoup de conviction, mais vous avez défendu la solution à deux États. Non. Et là, attendez, je finis juste de retracer votre itinéraire politique tel que je l'ai perçu sur ce point-là. Et là, je vous ai entendu dire, au retour de la flottille, sur Radio Nova, je crois, revenir à la préconisation d'une solution d'un État binational. Alors, vous en êtes où? Alors, il faut relire ou réécouter tout ce que j'ai pu dire. Je vais vous prendre l'exemple de BFM, c'est pendant la campagne. Je dis, la question m'est posée. Je dis, mais en fait, la position de la France insoumise, c'est un indispensable. C'est reconnaître l'État palestinien. C'est ça. Oui. De dire, finalement, il faut d'abord reconnaître l'État palestinien dans cette situation des frontières de 67. Moi, ce que j'ajoute, et je le dis dès l'interview de BFM, c'est que j'ai aussi un idéal qui va au-delà. Mais si vous voulez, elles ne sont pas contradictoires, ces positions. Ah bah si. Non, attendez, laissez-moi terminer. Non, parce que la reconnaissance de l'État palestinien, elle est indispensable. On ne peut pas avancer sur la question d'un État binational. C'est comme si on ne reconnaissait pas Israël dans l'histoire. Ben non, vous ne pouvez pas, vous devez reconnaître les deux pour un État binational ou une confédération d'États. Vous devez reconnaître les deux. Mais à partir du moment où il y a un État binational, l'État palestinien se fond et se noie dans l'État binational. Les Palestiniens ne peuvent pas être dans deux États à la fois. Non, mais justement, l'idée c'est de dire il y a une reconnaissance de l'État binational, il y a une reconnaissance de l'État palestinien, donc LFI s'arrête là. Et moi je dis en fait, il faut l'étape d'après, c'est de enlever justement la question de frontières. Les Palestiniens... Donc on dissout l'État palestinien dans l'État binational. Mais non, on dissout l'État israélien dans l'État, c'est la même chose. Et l'État palestinien. On dissout les deux États dans un État binational. C'est simplement de dire, en fait, aujourd'hui, je ne crois pas que l'enjeu repose sur la frontière qu'on va poser entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est plus pertinent. 20 à 25% des personnes qui vivent en Israël sont palestiniens d'origine. D'accord ? Vous avez... près de 800 000 colons sur les territoires palestiniens. Et tous les experts israéliens vous disent, mais si vous les expulsez, il y aura une guerre civile. C'est indéniable. Donc il faut trouver des solutions. Il ne faut pas les expulser ? Il faut trouver un entre-deux, il faut trouver un intermédiaire. Mais si vous connaissez bien la question de la colonisation, déjà, il faut dire, tous les Israéliens sont des colons. Si vous, fondamentalement. Après, vous avez les frontières de 67 et les frontières d'après 67. C'est pour vous dire qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie qui consiste à dire il y a les méchants colons de post-67 et puis en fait les Israéliens qui sont sur le territoire de la Palestine historique, eux n'ont volé de maison à personne, ils n'ont pas expulsé de gens, ils n'ont pas tué. C'est faux. En fait, l'histoire d'Israël repose... Vous qui êtes une juriste, il y a un truc qui s'appelle le droit international. Il y a des frontières internationalement reconnues. Justement, c'est plus pertinent. Donc le territoire reconnu comme israélien... Mais tous les Israéliens ont eu les mêmes procédés avec les Palestiniens. Ce que font les colons... Oui. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce que font les colons aujourd'hui dans les territoires palestiniens, ça ne vient pas de nulle part. Ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'est Israël avec les Palestiniens depuis 1948. Mais donc, depuis la Nakba. À la limite, quand arrive l'État binational... on les laisse? Non, il faut une intervention, je pense, des Nations Unies. Mais en fait, on va revenir, si vous voulez, ça c'est les à côté. Mais aujourd'hui, j'appartiens effectivement à une génération qui considère que le nouveau paradigme de cette question, c'est l'apartheid.
C'est l'apartheid. Et l'apartheid, il n'est pas imposé par les Palestiniens. Parce que moi, ça me fait sourire qu'on vient de me dire, mais vous avez une position idéologique, etc. L'apartheid, je veux le rappeler, c'est Israël qui l'impose. Et c'est une analyse qui est extrêmement simple. Il faut se concentrer juste une toute petite minute. Quand vous êtes un État juif et démocratique, comme prétend l'être l'État d'Israël, que je le rappelle, la démocratie est incompatible avec la colonisation, l'occupation, les crimes de guerre et tout ce qui est commis envers les Palestiniens. Mais soit, disons qu'Israël est un État juif et démocratique. Je suis désolé, je vous arrête parce que vous êtes en train de me noyer là. Non, mais attendez. J'essaye de comprendre comment peut fonctionner un État binational. Mais je reviens, laissez-moi terminer sur la question de l'apartheid. L'apartheid est documenté, mais je veux dire, c'est un truc très très concret. Quand vous êtes un État juif et démocratique et que vous voulez des territoires, comme on est en train de le voir, vous voulez des territoires qui ne sont pas habités par des juifs, qui sont habités par une autre origine, une autre identité, une autre religion. La question se pose à vous de faire un choix. Oui. Soit vous êtes un État démocratique, et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus être exclusivement juif, soit vous décidez d'être un État exclusivement juif, et dans ce cas-là, vous devenez un État d'apartheid. Et c'est ce que dit Amnesty International.